Bienvenue sur Gabon 24 qui reçoit ce jour Jean de Dieu Moukani Iwangu, ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur et par ailleurs président de l'Union pour la solidarité, un parti proche de l'opposition qui siège dans le gouvernement depuis mai dernier. Monsieur le ministre d'État, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons parler de la marche de votre parti qui est implicitement, je l'imagine, liée au destin de notre pays. Le Gabon vit au rythme depuis quelques semaines des mesures de l'exécutif visant à réduire le train de vie de l'État. Pour vous interviewer, vous avez à vos côtés Louis-Philippe Badinga de notre rédaction, qui est rédacteur en chef. Bonjour Louis-Philippe. Bonjour Ismaël. Alors je rappelle cette petite phrase pour vous introduire dans cette émission. Je suis un Bantou, j'ai été appelé d'urgence pour servir la nation. J'ai répondu à l'appel de la nation. Monsieur le ministre d'État, cette phrase est tirée de votre première déclaration en tant que membre du gouvernement ouvert à l'opposition. Je rappelle que c'était en mai dernier. 2 mois après, donc, qu'est devenue l'Union pour la solidarité, dont certains cadres avaient jugé inacceptable votre entrée au gouvernement. Monsieur le ministre d'État, bonjour. Bonjour. Votre question est tout à fait simple et pourtant la réponse appelle quelques observations. Oui, effectivement, en tant que parti politique ouvert au débat, de l'intérieur, ce débat est tout à fait effectif, avec des possibilités pour des membres de prendre des positions qui ne conviennent pas à tous, mais avec la liberté aussi d'aller jusqu'au bout de leurs actions. Et de ce fait, notre parti se porte plutôt bien. Il a encaissé la secousse, mais c'est très vite relevé. Aujourd'hui, j'en suis presque à dire, mais plus il me faut des crises, mieux ça vaut, parce que le parti est en train effectivement d'amorcer un redécollage. Alors c'est l'unique leçon que vous tirez de cette situation, c'est-à-dire qu'il fallait nécessairement cette crise au sein de votre parti pour le renforcer davantage, vous pensez? Disons que... Ou il y a d'autres leçons à tirer d'une telle situation? Oui, naturellement. Je le disais pour introduire sur le ton de la dérision. Ce que je veux dire, c'est que l'expérience gouvernementale au devant de laquelle je suis tout à fait bien placé nous fait découvrir les réalités de la charge gouvernementale et nous renforce encore davantage dans notre implication à être utile à la nation. Alors les démissionnaires de votre parti vous ont-ils mal compris ou alors c'est vous qui les avez mal compris? Je crois que c'est plutôt eux qui nous ont mal compris. Et dans tous les cas, l'histoire jugera. Louis-Philippe Badinga. Oui, Ismaël, et effectivement, Monsieur Moukani Iwangu, votre parti effectivement a connu donc ces dissensions par rapport à votre entrée au gouvernement. Actuellement, quel est l'état de santé de votre parti politique? En replaçant les choses dans leur contexte, il faut savoir que le débat qui nous occupe a été ouvert, ou du moins a donné lieu à la convocation de son bureau exécutif. Autrement dit, l'instance qui conduit au quotidien, qui gouverne au quotidien ce parti-là. 36 membres ont été appelés à se prononcer sur l'étendue de la décision que j'ai prise. Des 36 personnes 36 membres, je veux dire, 31 membres ont estimé que cette décision était pertinente et ont décidé de soutenir cette décision. 5 membres s'en sont démarqués. C'est des personnalités respectables et que je respecte. Mais je pense que les 31 autres le sont tout autant et il est bon de respecter cette décision. Autrement dit, le débat est clos au sein du parti. Totalement. Alors il faut se tourner vers les perspectives. Les perspectives, ce sont les législatives. Est-ce que lui, aujourd'hui, fort de ce qu'il a connu ces derniers temps, a la ressource nécessaire pour briguer des sièges de candidats de députés à l'Assemblée nationale? À ce jour, nous sommes à la quarantaine de candidatures et à l'occasion du congrès qui va être convoqué à cet effet, vous serez informés des résultats définitifs. Lorsque la crise s'ouvre, nous avons une trentaine de candidatures. À ce jour, nous avons une quarantaine. Je crois qu'il s'agit là d'une évolution positive. Et donc, nous pensons que notre parti est sur la bonne voie et entend assumer son destin. Alors avec quel objectif? Parce qu'il est une chose de présenter des candidats à une opération électorale comme les législatives, une autre aussi de viser certains objectifs, c'est-à-dire par exemple avoir un maximum de sièges. Quel est votre objectif? Naturellement, le minimum est un groupe parlementaire qu'il faut obtenir.
Et dans cet esprit, nous irons sur le terrain expliquer notre offre politique et solliciter les Gabonais qu'ils nous fassent confiance. Alors, c'est ici, ailleurs, ici à Libreville, à l'intérieur du pays, vous avez des candidats partout, on peut l'imaginer. Bien sûr que notre ambition est territoriale, avec des ancrages à la fois dans l'Ogooué maritime, dans la Ngouni et la Nyanga, qui sont des fiefs naturels, mais nous aurons des candidats dans le Haut-Ogooué et dans le Wolintème. C'est plutôt le front Est qui éprouve des difficultés, des faiblesses de notre part, et c'est là-bas que nous devons travailler absolument pour exister. J'imagine que cela est lié aussi à l'histoire récente de votre parti. Alors on va passer à toute autre chose à présent, de la marche de la République, notamment du chantier qui vous a été confié avec Louis-Philippe Badinga. Oui, mais avant, Ismaël, je voudrais revenir notamment sur la question législative. M. Mokani Ouangou est lui-même candidat à Mouila, dans la province de Langounié, c'est dans le sud du Gabon. On vous connaît une aura plutôt nationale. Est-ce que vous avez des chances réellement d'aller gagner dans ce marigot qu'est, on va dire, Mouila? Autrement dit, est-ce que vous aviez besoin d'être candidat à la députation? Je pense que c'est un palier dans la construction de ma personnalité au plan politique. Aujourd'hui, je suis président d'une formation politique qui entend formuler une offre aux Gabonaises et aux Gabonais. Il est difficile d'envisager une telle démarche qui n'impliquerait pas le président. Donc je conduis mes troupes sur le terrain et je vais sur la place de Mouila avec un certain nombre d'arguments, bien sûr, qui seront challengés face à d'autres. Et je n'ai pas la conviction que je serai plutôt celui qui est le moins bien placé. Alors vous allez certainement compter sur des alliances aussi. Absolument. Le vote à 2 tours est un vote qui travaille et invite à améliorer ses bases déjà au sein de sa famille politique pour se projeter vers d'autres horizons. Quitte à faire des alliances contre nature. Non, pas toujours, mais vous savez, le pays se construit avec tout le monde. Absolument. Et donc, j'estime qu'il y a des partenariats objectifs, il y a des partenariats stratégiques. Tout se déclinera in situ au regard de la réalité du terrain. Oui, justement, nous allons parler maintenant de vos attributions au sein du gouvernement. Jean de Dieu Mokani Ouangou, on vous attendait peut-être au ministère de la Justice, mais c'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui vous échoua. On va dire, quel est le constat actuel de l'enseignement supérieur au Gabon? J'ai, à cet effet, effectivement, élaboré un tableau de bord. Un tableau de bord parce que j'estime qu'il faut faire le point de l'existant, à partir duquel un bénéfice d'inventaire doit pouvoir être opéré pour se projeter. Donc, le tableau de bord à votre disposition montre que l'Université du Gabon offre 3 pôles importants, 3 bassins académiques. Il y a celui de Libreville, avec ses 6 établissements à peu près. Il y a celui d'Ovendo, avec l'Université des sciences de la santé. Il y a celui de Franceville, avec l'Université des sciences et techniques de Massoukou, et ces 2 écoles, notamment l'école polytechnique et l'INSAB. C'est à peu près cela l'environnement du supérieur public. Il se trouve que c'est un secteur ouvert, dans lequel des initiatives privées sont autorisées, dans un cadrage bien sûr parfaitement maîtrisé par le gouvernement. Et dans ce cadre-là, un audit a été également commandité pour pouvoir s'assurer que les autorisations à enseigner et à former restent contenues dans le cadrage prescrit par le gouvernement. Ce sont des audits qui se poursuivent ou alors ils se sont arrêtés? Et quel est le bilan mi-parcours de ces audits? Non, ces audits ont été effectués. Les premiers résultats sont disponibles. À partir de là, nous appelons ceux des intervenants qui sont à la marge de la loi ou qui marquent une distance avec les normes. Nous les appelons à un encadrement, un accompagnement en vue de la réalisation. Parce que derrière, c'est des Gabonaises et des Gabonais qui sont inscrits,
qui sont en cursus et dont il faut absolument tenir compte. Alors on a bien vu qu'à Libreville comme à l'intérieur du pays, des établissements d'enseignement supérieur, dits comme tels, poussent comme des champignons. Qui se cache derrière ces établissements? Qui sont ces commerçants? Ce sont des Gabonais, ce sont des gens venus d'ailleurs? Il y a des Gabonais tout naturellement qu'il faut encourager parce que je pense que le secteur est libéralisé quelque part. Maintenant, il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Nous avons également de bons partenaires qui, de plus en plus, s'invitent au Gabon dans le cadre de la coopération universitaire et qu'il faut encourager. Je pense que dans les jours à venir, il y a de bons signaux qui nous viennent de l'extérieur et que vous remarquerez positivement. Le tout, bien sûr, se fera dans l'intérêt de la jeunesse gabonaise. Voilà qui nous installe, sauf si Louis-Philippe a une autre préoccupation dans l'instant. Oui, voilà qui nous installe donc dans les récentes mesures d'assainissement des finances publiques prises par le gouvernement, gel des cours, les recrutements à la fonction publique, salaire des fonctionnaires ponctionnés d'au moins 5% pour ceux qui gagnent 650 000 francs et plus. Vos amis de l'opposition, excusez-moi du terme, rejettent ces mesures et vous? Je voudrais à ce titre-là exprimer ma fierté face à la difficulté. D'aucuns estiment que j'ai été primé, j'allais dire, d'une difficulté. Mais ce à quoi je dis, c'est en parfaite conscience que j'ai donné mon accord à entrer dans ce gouvernement parce que j'ai estimé qu'il fallait apporter ma pierre, modestement, à l'édifice. Un édifice qui aujourd'hui a besoin d'être modernisé, d'être remis sur les bons créneaux. La situation de l'université est difficile, la situation du Gabon est difficile, ce sont les Gabonais, et des Gabonais d'abord, j'allais dire les Gabonais seulement, qui doivent se mettre à la tâche pour remettre les choses à l'endroit, replacer le navire Gabon dans des eaux apaisées. Ce ne sera pas d'autres Gabonais. Et donc, je suis entré au gouvernement pour prendre ma part dans les solutions à apporter face à la difficulté. Et je l'assume parfaitement. Et Philippe? Oui, M. Mokani Ouangou, l'université gabonaise est en difficulté à l'aune justement des mesures d'assainissement des finances publiques. Quelles seront les priorités quand on sait aussi que la recherche a souvent été le parent pauvre de ce pan? La première solution, je l'emprunte à la limite à la démarche des médecins. Face à une pathologie, ils posent un diagnostic. Je crois que le bon diagnostic est le début de la solution. Et dans cet esprit, je dresse un tableau de bord, j'ai dressé un tableau de bord qui est en cours de finalisation, qui présente exactement la situation réelle. Des premiers résultats, je conclus que l'université est en détresse. Il y a une grande détresse et il faut un plan Marshall. Sauf que voilà, les mesures s'inscrivent à la fois dans le court, le moyen et le long terme. Sur le court terme, il y a un plan d'urgence des universités qui appelle bien sûr à apporter des solutions immédiates sur les infrastructures, sur la sécurité du milieu universitaire, mais également sur sa gouvernance. Parce que je pense que les solutions se trouvent dans la gouvernance d'abord. Il n'y a de richesse que d'hommes. Il faut donc choisir les hommes et mettre en place une procédure qui permette à l'ensemble de participer à la décision. C'est tout le sens de la réforme du système de la procédure de désignation des recteurs des universités et des directeurs généraux des grandes écoles. Universités et grandes écoles compris dans votre plan d'action, mais finalement, monsieur le ministre d'État, vous ne nous avez pas suffisamment édifié sur la question des audits lancés par votre département ministériel depuis que vous êtes arrivé, parce que c'était vraiment quelque chose d'impensable dans notre pays qu'on puisse en arriver à ce genre d'opération. Vous y êtes. Finalement, cette opération vise quel objectif au-delà de l'assainissement? Est-ce qu'on peut, par exemple, penser que dans quelques semaines, quelques mois, les gens qui ne sont pas en règle pourraient peut-être craindre quelque chose? L'enseignement supérieur est un secteur de souveraineté, comme ça ne se voit pas. Et en tant que tel, il relève, je dirais, du monopole de l'État au départ. Sauf que voilà, il y a des partenaires qui se sont signalés, y compris extérieurs, qui ont manifesté la volonté de s'installer au Gabon et d'apporter
une offre supplémentaire à celle qui existe déjà. Donc, en toute bonne foi, nous avons autorisé que ces initiatives-là, qui se sont signalées, y compris avec forte insistance, puissent effectivement s'établir. Dans ce sens, un cadrage a été prescrit qu'il nous faut, à date, chaque fois vérifier. Naturellement, dans les prochains jours, nous ferons connaître la liste, y compris de ces différents intervenants-là, et les mesures correctives à apporter pour les remettre aux normes. S'agissant de celles des universités qui ne seraient pas aux normes et qui offriraient des enseignements qui sont totalement à la marge du processus, naturellement, les mesures coercitives interviendront. Mais comme je le dis... Elles iraient par exemple jusqu'à la fermeture de ces établissements. Absolument, il est clair que... Aux poursuites judiciaires engagées contre ces malfrats, parce que finalement, il faut les appeler comme ça, parce qu'ils ont volé l'État. Ils ont menti quelque part. Mais c'est surtout le risque qu'ils font courir à la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est le début de l'avenir. C'est surtout en ces termes-là que la gravité doit être appréciée. Et tout naturellement, la première mesure administrative, ça va être la fermeture. Et pour le reste, les tribunaux feront leur affaire des contrevenants à la loi. Alors, ceux qui ne sont pas en règle jusqu'à présent ont quête de lait pour se conformer, pour se mettre en règle. Prenons déjà le temps de notifier aux intéressés le résultat de l'audit. Après quoi, bien sûr, parce qu'il faut rester bienveillant et à l'écoute de ces partenaires-là, nous prescrirons les délais nécessaires pour leur mise aux normes et nous ferons de l'accompagnement d'abord. Et si naturellement de la mauvaise foi serait à la base de ces contraventions, ben, la sanction et les procédures irrelatives seront mises en route. Louis-Philippe? Oui, Jean de Dieu Moukani Ouangou, nous avons avec nous le tableau de bord des universités et grandes écoles gabonaises. C'est vrai, nous ne sommes pas encore à l'heure de la rentrée, vu que nous sommes un peu dans les vacances. Pourtant, ce tableau de bord est suffisamment éloquent sur les effectifs et certainement un certain nombre de besoins sur le campus. Est-ce que vous vous préparez justement à ouvrir les universités et grandes écoles à la prochaine rentrée dans de bonnes conditions, quand on sait que certains campus comme ceux de l'université Omar Bongo ont vu la cité universitaire fermée pendant longtemps? Merci de revenir à ce tableau de bord qui me paraît être un instrument précieux d'aide à la bonne décision. J'ai fait référence aux médecins et à leur diagnostic. Ce tableau de bord est le diagnostic nécessaire et suffisant qui doit être posé avant toute chose. Il renseigne sur les populations de nos universités, notamment, qui permet de retenir aujourd'hui que l'Université Omar Bongo, c'est à peu près 30 000 personnes, toute une ville à la limite, mais ce sont aussi des capacités en termes de vie universitaire totalement limitées. Sur Libreville, par exemple, nous avons 28 000 étudiants pour 1200 lits. Ça indique le gap, mais ça montre aussi la dimension structurante de l'université. Là où l'État ne peut pas répondre, l'initiative privée doit comprendre qu'il y a un intérêt, qu'il y a un gisement à exploiter en termes de restauration, de question d'intendance, puisque vous voyez bien sûr que l'université à Libreville offre 2000 repas à la journée. Ces repas ont un coût réel de 4 000 francs. L'étudiant participe pour 500 francs au prix de repas. Et donc le reliquat est supporté par l'État gabonais. Ce qui donne à la journée 10 millions de francs de participation de l'État aux questions d'intendance, quand les étudiants participent à 1,4 million, 1,5 million dans le prix de leur repas. Voyez-vous, ça pose le débat, ça pose la problématique, et ça montre que l'initiative privée est une donne incontournable qu'il faut bien sûr renseigner sur les opportunités qu'offre une université.
Et c'est pour cela qu'il faut faire avec de bons partenaires. C'est pour cette raison qu'il faut absolument des partenaires, De bons partenaires. et de bons partenaires. Voilà. Donc, c'est un constat qui est à faire, c'est un audit qui est à rendre public, parce que c'est cela qui va parler à chaque intervenant, à chaque potentiel partenaire qui s'ignore aujourd'hui. Les insuffisances et les faiblesses, notamment en termes de restauration, appellent naturellement que des initiatives, je dirais, complémentaires, supplétives, s'installent chez nous. Donc, ce tableau de bord est en cours de finalisation. Nous avons notamment les tendances sur la question de genre. Est-ce que les jeunes Gabonaises sont autant que les jeunes Gabonais à l'initiative? Et on voit bien que les effectifs, à ce titre-là, doivent nous rassurer sur le fait que la jeune Gabonaise n'est pas toujours dans la déperdition que l'on présente. Maintenant, il faut aller au-delà. L'au-delà, c'est d'abord le plan d'urgence. Il y a un plan d'urgence qui s'inscrit dans le court terme et qui appelle à améliorer les conditions de sécurité du campus. Et là, on évoque la police des universités, dans un contexte, et sont les modalités à définir ensemble. Il y a les questions liées au numérique. Oui, il faut très rapidement intégrer le Wi-Fi, parce que le numérique offre des foules d'opportunités, et en même temps qu'elle augmente les offres d'enseignement. Pour le reste, les mesures sont à envisager dans le moyen terme et surtout dans le long terme. Et surtout que pour l'exécution de ce tableau de bord, Monsieur le ministre d'État, il vous faut de l'argent, parce que lorsqu'on entend parler de réforme, on pense que c'est de la littérature. Vous avez chiffré tout ceci à combien, sachant que le pays traverse des moments assez difficiles? Il vous faut à peu près combien pour exécuter ce tableau de bord? Alors, à ce titre-là, il faut aller, je crois, à petits pas, à marche feutrée. Naturellement, lorsque la demande sera chiffrée, il faudra lancer des appels d'offres. Et c'est au plus offrant que nous qualifierons. Bien sûr, la partie cotation, autrement dit coût, des mesures définitives à prendre en charge, il faudra inviter les hommes de l'art et adopter une démarche transversale qui implique d'autres secteurs d'activité et d'autres missions partenaires. Est-ce que vous travaillez par exemple avec des cabinets d'expertise pour parvenir à des résultats objectifs? Pour l'instant, nous avons mobilisé l'expertise interne à la maison. Juste après, tout naturellement, nous allons nous projeter à l'extérieur en sachant ce que l'on veut. Le besoin exprimé et éprouvé et les solutions idéales. Parmi les partenaires que vous avez à l'université en interne, il y a le SNEC, les syndicats de l'université. Alors, les fonctionnaires du SNEC, comme ceux d'ailleurs, disent qu'ils n'ont pas à payer pour des erreurs qu'ils n'ont pas commises. Qu'est-ce que cette réaction vous renvoie en écho par rapport à l'assainissement des finances publiques? Les générations, le pays, c'est des générations qui passent, Qui se relaient. et qui se relaient. Les difficultés d'hier doivent être résolues à un moment. Ce moment, c'est maintenant. Chaque citoyen, et je crois que c'est un devoir patriotique, doit payer, doit apporter sa contribution à l'édifice, à la solution. Malheureusement, c'est à nous, et à nous qu'il appartient de répondre, y compris des errements du passé. Le débat qui consiste à condamner le passé est un débat qui me paraît aujourd'hui dépassé. Oui, le constat de carence, le constat de difficulté est édifiant, sauf que ce n'est pas cela qui apporte les solutions. Il faut ensuite prendre le temps des solutions qui seront peut-être achevées par d'autres. Nous n'avons pas la prétention d'être la solution idéale et définitive. Nous prenons notre part de responsabilité en toute humilité et nous savons que d'autres Gabonais s'ajouteront à ces solutions-là. Oui, au-delà de la solidarité gouvernementale que vous impose votre statut de ministre d'État, ces mesures sont-elles conformes à la vision politique de la gestion de la chose publique du président de l'Union pour la solidarité? Je suis tout à fait à l'aise dans la réponse à cette question. Je dirais culturellement, je relève d'un héritage politique qui a des orientations claires. La réduction du train de vie de l'État, pour nous, n'est pas un précédent, c'est une antienne.
Et cette antienne-là, je l'emprunte à Pierre Mamboundou lui-même, dont le gouvernement idéal pour lui, c'était 18+1. Et bien sûr, avec un regard particulier sur le cadre institutionnel. Donc je suis tout à fait à l'aise dans les politiques publiques qui sont mises en place aujourd'hui aux fins de ramener la dépense publique à des proportions tout à fait justes. Et j'estime effectivement que je suis à ma place. S'agissant des Gabonaises et des Gabonais, ils doivent savoir que les mesures qui ont été prises sont incontournables. Elles sont nécessaires. Mais elles n'ont pas été prises sans tenir compte du Gabonais. C'est pour cette raison qu'il y a un seuil en dessous duquel on n'y touche pas. 650 000 au demeurant. Au-delà de 650 000 de traitements, oui, il y a des décotes qui ont été décidées de l'ordre de 10 à 15% en fonction, bien sûr, de la population cible. Est-ce que dans votre cabinet, vous avez déjà commencé à réduire les effectifs avec tout le risque que cela peut entraîner, risque politique, parce que vous risquerez de faire des fâchés autour de vous, alors que vous allez vous présenter bientôt aux législatives? Ces mesures sont effectives et je peux en parler avec de la distance nécessaire. D'autant que je pars du chômage, donc je n'ai pas eu le temps d'apprécier la belle vie de l'époque. À la limite, je trouve mon bonheur dans ce qui se fait. Pour être plus précis, en tant que ministre d'État, mon cabinet, c'était 35 membres. Aujourd'hui, il est composé de 12 membres. Et je dois me féliciter de la bonne compréhension de mes partenaires politiques au demeurant, qui comprennent parfaitement qu'il faut effectivement mettre la main à la pâte pour espérer des jours meilleurs. Alors, réduction du train de vie de l'État, nécessité au-delà des clivages, c'était le thème de cette émission qui se referme. Merci, monsieur le ministre d'État, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Merci à lui, Philippe Balinga. À très vite sur Gabon 24.